Tout nouveau gouvernement, quel qu'il soit, n'aura pas les coups des franges pour mener des politiques économiques dispendieuses ou hétérodoxes. Bonjour Patrick Artus. Bonjour David. Membre du Cercle des économistes, vous aimez à rappeler que dans une union économique, dans une union monétaire, un pays tout seul ne peut pas avoir en fait finalement une politique économique trop divergente, trop différente des autres. C'est une loi d'airain. Certains vont dire bah ouais mais c'est pas normal quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Oui, mais alors, ce n'est pas un résultat de quelconque injonction de politique économique. Certes, la Commission européenne a des préférences. Elle préfère que les déficits publics se réduisent, que les taux d'endettement public n'augmentent pas. Mais cette règle n'est pas le résultat des décisions ou des injonctions de la Commission européenne. C'est le résultat de l'équilibre économique. Quand vous êtes dans une union monétaire avec libre circulation des capitaux et dans une union des biens, dans un marché unique avec libre circulation des biens, vous ne pouvez pas avoir une pression fiscale très élevée par rapport à ce qu'elle est dans les autres pays, parce que si vous avez cette pression fiscale très élevée, les entreprises ne choisiront pas de s'implanter dans votre pays. Elles choisiront d'aller vers des pays avec une fiscalité plus douce pour les entreprises. Oui, c'est vrai. Pardon, mais je vous coupe, mais la France a toujours une pression fiscale plus élevée que ses partenaires européens. Ça n'a pas empêché que les entreprises viennent s'installer en France. Oui, mais je ne sais pas, parce qu'on a 47% à peu près de pression fiscale en France. La moyenne européenne, c'est autour de 40%. Et la France est très désindustrialisée par rapport aux autres pays européens. Bien entendu, dans les services domestiques, il n'y a pas de délocalisation. Si vous regardez le poids de l'industrie dans l'économie française, ce poids est un peu plus de 9%. Il est de 18% en Allemagne, de 15% en Italie. Donc il y a probablement une part de la désindustrialisation qui résulte de choix d'implantation des entreprises. Vous ne pouvez pas avoir un système éducatif nettement moins performant que ce qu'il est dans les autres pays européens. Alors, on peut se consoler sur ce point. La France a un système éducatif qui est de très mauvaise qualité. Si on en croit les dernières enquêtes PISA, le niveau général en lettres, en sciences des enfants par rapport français. À nos voisins européens par rapport à nos voisins européens, le niveau moyen des petits Français est à peu près le même. C'est-à-dire qu'il est très bas, mais il est très bas aussi maintenant en Allemagne, en Espagne et en Italie. Mais ce qui différencie la France des autres pays, c'est l'écart de niveau, et en particulier de niveau en maths, entre les enfants des familles... l'OCDE appelle ça favorisé, utilisons ce terme de l'OCDE, et les enfants des familles défavorisées. On a un écart de niveau, en particulier en maths, qui est extraordinaire. Et donc il y a des inégalités qui se créent, et de ce fait, il est très difficile pour une entreprise, dans les nouvelles technologies, dans l'informatique, etc., de venir recruter en France à cause de ce niveau bas de système éducatif. Et puis, vous avez le problème du coût du travail. Alors, la France fait partie des pays au monde où le coût du travail est le plus élevé. Malgré tout ce qui a été fait, encore une fois. Oui. Malgré les allègements de cotisations. Oui, mais les allègements de cotisations ne touchent pas beaucoup l'industrie. C'est des allègements au niveau et au-dessus du SMIC, mais les salaires industriels sont plus élevés en général. Le niveau d'une heure de travail dans l'industrie en France, cotisation sociale incluse, coûte à peu près aujourd'hui 48 €. Alors, l'Allemagne a à peu près le même chiffre. La Belgique est un peu plus élevée. Mais si vous allez en Espagne, en Italie, et puis évidemment dans les pays d'Europe centrale, vous avez des niveaux du coût du travail beaucoup plus bas. Et donc, c'est aussi un handicap. Et les entreprises réfléchissent à s'implanter dans un pays où le coût du travail est élevé et où, en allant s'implanter à quelques kilomètres en Espagne ou au Portugal ou en Roumanie ou en Pologne, vous avez accès à un coût du travail beaucoup plus bas. Donc je crois que les programmes des partis politiques sont basés sur une analyse purement domestique de l'économie. C'est une analyse qu'on pourrait conduire s'il y avait très peu d'échanges commerciaux internationaux, si on avait la maîtrise de notre taux de change et de nos taux d'intérêt. Alors effectivement, on pourrait différer. Le taux de change ferait l'ajustement. Par exemple, Donc en économie fermée, ça marcherait. En économie fermée, mais en économie ouverte, les importations de la France pèsent presque 30% du PIB. Et puis on
on est dans le marché unique et on a les taux d'intérêt de la BCE et on a le taux de change de l'euro. Et donc, si on a une politique économique qui est perçue comme pénalisante et comme réduisant l'attractivité du pays en termes de pression fiscale, en termes d'éducation, en termes de coût du travail, les entreprises arbitreront contre la France. C'est ça la conséquence. Imaginons qu'on ait un nouveau gouvernement qui sorte de cette norme européenne. La France n'est déjà pas un très très bon élève, pardon de le dire, sur ces trois critères, sur ces trois paramètres. Qu'est-ce qui se passe alors ? Vous aurez la poursuite de la désindustrialisation, c'est-à-dire la France se spécialisera dans des secteurs d'activité qui ne sont pas exposés à la concurrence internationale, le tourisme, les services aux particuliers, et donc ça contribuera à la baisse du niveau de gamme et de niveau de sophistication de l'économie française. Et donc, à nouveau, on ne peut pas comparer avec les périodes du passé. En 1981, à l'élection de François Mitterrand, on avait la maîtrise de notre politique monétaire. On a pu dévaluer le franc pour soutenir l'économie et soutenir l'industrie. Aujourd'hui, on n'a pas d'instruments qui nous permettent d'échapper à cette règle de conformité. C'est la sortie de l'euro. La seule solution, c'est la sortie de l'euro. Pardon. Oui, mais personne n'envisage ça. Donc, et puis, ça serait. Alors, la sortie de l'euro serait complètement catastrophique. On retrouverait on aurait la main de nouveau sur le taux de change du franc. Oui, on aurait le taux, mais quel serait l'effet sur les taux d'intérêt ? Et puis, dernière caractéristique de la France, le pourcentage de la dette publique détenue par les non-résidents, c'est 55%. Et donc, on est extraordinairement ouvert comme économie. Et ça veut dire à nouveau, on a une contrainte de symétrie à peu près avec. Donc on est condamné, on les pays européens, et donc la France en particulier, on est condamné à avoir tous des politiques économiques qui se ressemblent, qui sont semblables. Oui, alors si on avait une décision européenne, par exemple, prenez les salaires. Si les Européens décidaient collectivement de monter les salaires, probablement l'euro se déprécierait, donc ça éviterait une perte de compétitivité de l'Europe dans le reste du monde, et puis il n'y aurait pas de mouvement de la compétitivité entre les pays, et on peut même imaginer que ça se passerait à peu près bien parce que il y aurait un supplément de demande des ménages, et puis que peut-être les non-résidents continueraient à acheter de la dette européenne. Si un seul pays en Europe mène une politique c'est là où je veux en venir. Si, malgré tout ce qu'on a dit, un gouvernement décidait d'augmenter la pression fiscale, d'augmenter le coût du travail. À nouveau, vous dégradez la compétitivité de l'industrie. Oui, mais c'est du temps long, ça. Oui, c'est du temps long, mais enfin, je veux dire, c'est du temps long. Les décisions d'investissement, par exemple, les décisions d'implantation d'usines de semi-conducteurs, d'usines de batteries électriques, etc. Si vous dégradez l'attractivité du pays, avec des salaires plus élevés, des impôts plus élevés, etc., ces choix d'implantation qui sont très rapidement opérationnels. Les usines qui s'implantent dans les semi-conducteurs ouvrent au bout de 2-3 ans. Et donc, dans 2-3 ans, vous aurez un nouveau recul de l'industrie et un problème d'emploi industriel, un problème de baisse du niveau de gamme des emplois. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut pas... Il y aura peut-être une force de rappel aussi. Il y aura peut-être une force de rappel des marchés financiers qui servirait de vigie et qui... Alors, je n'ai pas du tout fait intervenir la discipline de marché. C'est quoi la discipline de marché ? La discipline de marché, c'est que dans un pays qui dépend beaucoup des non-résidents pour le financement de sa dette publique et de sa dette d'entreprise, eh bien, si vous n'inspirez plus confiance aux non-résidents, les non-résidents arrêtent de vous financer, et donc vous êtes obligé de retourner à l'équilibre des finances publiques. C'est ce qui s'est passé en 2010, 2011, 2012 en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Irlande. On est passé d'un déficit public extrêmement important et on l'a fait disparaître en 3-4 ans, malgré des aides européennes importantes, parce qu'il n'y avait plus de la capacité d'attirer des capitaux de nos résidents. Ça peut arriver à la France ? On est too big to fail, on est... Ça peut arriver à la France. Si la France exagère. Les marchés financiers sont déjà très sympathiques pour la France. On se finance ce matin à peu près, et on verra comment cela évolue, mais autour de 60 points de base de plus que les Allemands.
Les marchés financiers, pour l'instant, n'intègrent absolument pas de risque de difficultés sur le financement et n'intègrent pas de risque de politique économique extrêmement divergente des autres pays. Donc la conclusion, c'est que, encore une fois, tout nouveau gouvernement, quel qu'il soit, n'aura pas de marge de manœuvre budgétaire, ou très peu. Oui, mais c'est même pas c'est pas que des marges de manœuvre budgétaires. Même si on avait un budget équilibré, ce qui n'est pas du tout le cas, et d'autant plus que toutes les remontées qu'on a du monde des entreprises montrent que la croissance sera beaucoup plus faible cette année que ce qu'elle aurait dû être, parce que les entreprises ont complètement gelé tous leurs projets d'investissement, d'embauche, en attendant... C'est vrai, on n'aura pas les 0,8, 0,9. On n'aura pas, probablement on aura zéro, quoi, je dirais. On aura zéro de croissance cette année. Zéro de croissance à cause des incertitudes politiques. Oui, et donc déjà le déficit public sera plus élevé de pratiquement un demi-point que ce qu'il aurait dû être. Mais ce n'est pas simplement un problème de finances publiques, c'est un problème d'attractivité. Si vous n'êtes pas attractif en termes de formation, en termes de coûts de production et en termes de pression fiscale, vous attirez très peu d'investissements et vous vous appauvrissez. CQFD. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David.